Monsieur Laporte connaissait nombreux de mes défauts. L'un d'eux est de parler trop longtemps. Mais aujourd'hui, j'espère que vous ne me direz pas trop rigueur, de profiter de cette occasion pour m'exprimer pas trop longuement, mais je peux le faire pour un homme que j'ai admiré, respecté et pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Alors je peux donner un nouveau titre à cette présentation, c'est 4 personnalités exemplaires, 4 périodes de vie remarquables et 2 fauteuils confortables et accueillants. 4 personnalités exemplaires. Je voudrais les citer tout de suite. 3 sont malheureusement disparus. Alfred Fessard, Yves Gallifrey, François Morel, et une est parmi nous, François Gros. 4 personnalités. Vous avez tous présent à l'esprit des visages de personnes qui vous ont marqué par leurs compétences, leurs contributions, leur générosité, et qui, à un moment ou un autre de votre existence, vous ont influencé, vous ont inspiré et ont facilité votre démarche. Ces 4 personnages, effectivement, ont joué pour moi ce rôle. Premièrement, Alfred Fessard, on en a déjà beaucoup parlé, mais Alfred Fessard était la personne qui m'a accueilli à l'Institut Marais avec Denise Elbeuf-Fessard et qui m'a accueilli de nouveau ici au Collège de France à mon retour des États-Unis. Il était toujours accompagné d'Yves Gallifrey, qui malheureusement est disparu cette année. Yves Gallifrey, toujours attentif aux autres, a facilité mon départ aux États-Unis et a facilité mon retour au premier étage du Collège de France, la fameuse chaire de neurophysiologie, avant qu'elle devienne chaire de neurophysiologie, quand M. Laporte, quand M. Fessard était encore professeur. Je voudrais parler maintenant de François Morel. Je pense que dans cette salle, beaucoup d'entre vous se souviennent de François Morel, un remarquable scientifique, un homme extraordinairement distingué, plein d'humour, et qui a été mon directeur de thèse, et qui, en fait, m'a envoyé, je me souviens, il n'était pas encore au collège, il était déjà professeur, il était travaillé au CEA, et c'est grâce à lui que je suis allé à l'Institut Pasteur, et c'est là que j'ai rencontré François Gros, dans ce fameux laboratoire qui côtoyait le laboratoire dans lequel j'étais, et nous nous retrouvions devant le seul compteur à scintillation liquide qui venait d'arriver, et François Gros m'a toujours considéré, moi, un gamin, un jeune chercheur, avec beaucoup d'attention, d'estime, et en me demandant ce que je faisais, s'intéressant à ce que je faisais, ce qui était tout à fait étonnant, parce que ce n'était pas général à ce moment-là. Donc, au cours de mon existence, comme François Morel, François Gros a toujours été présent, il est toujours présent pour me conseiller, et c'est grâce à lui que, finalement, lorsque j'étais administrateur, nous avons lancé cette politique des jeunes équipes, parce qu'il m'a toujours dit que ce qui était important au Collège de France, ce n'était pas les professeurs, c'était les jeunes équipes, c'était l'avenir. Alors, ces 4 personnages, je l'ai appris par la suite, ces 4 personnalités qui avaient toutes en commun certaines caractéristiques, la modestie, la compétence, l'autorité, le sens des responsabilités, la générosité, étaient les amis de M. Laporte. Ce n'est pas le hasard, mais c'est comme ça. Et je l'ai appris progressivement, finalement, parce que j'ai souvent vu Laporte avec M. Fessard, avant qu'il ne soit professeur. J'ai tout le temps vu Laporte avec Gallifrey, se promenant, et au moment où M. Laporte a pris sa retraite, ils se promenaient ensemble, ils déjeunaient ensemble. J'ai souvent vu Laporte avec François Morel pendant qu'il était professeur et pendant qu'il était administrateur, c'était son conseiller privilégié. Et je sais que c'était la même chose avec François Gros. Ils se sont retrouvés à plusieurs reprises à l'Institut, à l'Académie, et il y avait une communauté, une affinité entre ces personnalités assez extraordinaire. Donc ceci m'a marqué, et c'est pour ça que je voulais insister tout d'abord sur cet aspect. 4 périodes. Elles ont été retracées, ça a été finalement les modalités d'organisation de ce parcours remarquable de la journée. Alors je ne reviendrai pas sur ce qui a été si bien dit, et je ne peux pas les répéter parce que je ne le dirai pas aussi bien,
c'est-à-dire la période qui a précédé l'arrivée de Laporte au collège. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'en ai entendu parler par Madame Fessard. L'histoire d'Arcachon, je la connaissais, moins que toi, mais je la connaissais un peu. J'en ai entendu parler par Monsieur Fessard, dans 2 fauteuils accueillants qui se trouvaient dans son bureau, les fameux fauteuils gris 1950, où nous aimions nous asseoir pour converser. Et un jour, il me dit, venez Glo, venez dans le bureau, je vais vous dire quelque chose de confidentiel. Vous savez, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que je vais partir. Alors, votre équipe, elle est rattachée à ma chaire. À l'époque, il n'y avait pas l'équipe indépendante, je devais être rattaché à une chaire. Donc, je vais m'arranger avec M. Monod et vous allez être rattaché à la chaire de Monod. Monod a été un patron extraordinaire et c'est à ce moment-là que je suis monté d'un étage, je suis passé du premier étage au 2e étage. Je voudrais un jour retracer ce que m'a apporté pendant ces quelques années Monod. Et lorsque Jacques Monod a décidé de partir du Collège de France parce qu'il est devenu directeur de l'Institut Pasteur, je savais que Laporte allait arriver, donc je ne me prêtais à accueillir M. Laporte. Et à ce moment-là, Laporte, très naturellement, m'a dit écoutez, vous faites partie de ma chaire. Et j'ai eu cette chance d'être accueilli dans la chaire d'Yves Laporte. Alors, c'est la 2e période, c'est-à-dire que j'ai vu progressivement un étage qui n'était pas un étage de laboratoire, M. Laporte organisant systématiquement de façon méthodique, d'abord la récupération des locaux. Il y avait une balkanisation des locaux dans le collège qui était incroyable. Et il a fait de cet étage un laboratoire. Et non seulement un laboratoire, c'est déjà important, mais c'est aussi un groupe de personnes qui étaient heureux de travailler, de vivre ensemble, et dont beaucoup sont devenus des amis. Il y en a beaucoup qui sont ici dans cette salle, il y en a qui ne sont pas là, je le regrette, mais j'ai gardé un souvenir formidable de cette période. Et puis, M. Laporte me disait progressivement, il discutait avec moi dans ses fauteuils, les 2 fameux fauteuils accueillants, et puis il me disait, un jour il faudrait quand même que vous soyez professeur au Collège de France. Alors, je lui dis, vous savez, la neuropharmacologie, c'est pas la neurophysiologie. La neurophysiologie, c'est l'élite des neurosciences. La neuropharmacologie, c'est un autre milieu, beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple. Il a arrêté. Bon, alors, effectivement, il a défendu ma candidature avec François Morel. François Morel était mon rapporteur. Et c'est grâce à Yves Laporte et François Morel que je suis devenu professeur au Collège de France. Ça, c'est la 2e période. Donc, une période où je l'ai vu progressivement être ami avec M. Auro, qui avait construit, si vous voulez, la cafétéria, d'accord, parce que vous savez, j'ai un petit faible pour l'architecture. Alors, en fait, j'avais déjà commencé avec Alfred Fessard, puisque, en fait, quand on a détruit Roland-Garros, il a bien fallu construire un institut Marais. Hein. Donc, en fait, cette 2e période, c'est aussi avec François Morel, il y avait des discussions continuelles de M. Laporte avec Morel pour ce que devrait devenir le collège. Je sentais qu'il allait devenir administrateur. En réalité, il avait un intérêt pour tout le monde. Et je le vois encore marcher, les mains derrière le dos, s'intéressant aux choses, regardant partout, si c'était propre, si c'était bien rangé, si c'était ordonné, si c'était pas trop détruit, si on devait se réparer. Et puis surtout, allant vers les uns et les autres, sans aucun esprit de hiérarchie. Ce qui, à mon avis, devrait être répété maintenant. Je trouve que il a donné une âme à cette maison et ça m'a marqué. C'était une leçon de modestie, une leçon de respect pour les gens qui vous entourent. Et il est devenu administrateur. Et là, il a pris cette institution à bras-le-corps. Beaucoup d'entre vous, et notamment André Miquel récemment, viennent de rappeler toutes ses contributions. Je ne vais pas y revenir. Mais quand même, les constructions, je ne peux pas m'en empêcher. Vous savez que l'Institut, Cardinal Lemoine, alors il me disait toujours, je suis très 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 embêté parce que, vous savez, on nous a pris une partie du territoire, l'Institut Mendès France, et puis d'autre part, cette fameuse société asiatique, la bibliothèque de la société asiatique, ça l'embêtait. Et ce qui l'embêtait, c'est que personne ne voulait y aller.
Donc il était en train d'essayer de convaincre les gens du collège, et notamment les physiciens, notre ami Froissart, qui n'est malheureusement pas là, pour que tout le laboratoire de physique qu'on voulait peut-être mettre dans un grand espace pour aller à Gardien-le-Moine. Donc ça a été pour lui une épreuve difficile. La deuxième chose, c'est que le bâtiment de la rue d'Ulm, il avait été fermé pendant 10 ans, parce qu'un architecte des bâtiments de France, rien n'est mieux que les architectes des bâtiments de France, eh bien, il avait construit un étage de trop. Bon, d'accord. Donc, le bâtiment a été fermé pendant 10 ans. Et qui l'a fait rouvrir? C'est M. Laporte, aidé de M. Dosset. Donc, c'est des histoires qui sont très, très intéressantes. Et ainsi de suite, je pourrais... Bon, M. Rigoni a rappelé l'histoire avec l'architecte, je ne vais pas dire son nom. C'est vrai qu'il y a eu une engueulade sérieuse. Ce type avait trouvé le moyen de construire, si vous voulez, des compactus qui regardaient le jardin, alors que les chercheurs regardaient le bruit de la rue, ou entendaient le bruit de la rue. C'est-à-dire qu'il a fait tout à l'envers. Donc c'est vrai que ça m'a un peu énervé, et c'est la raison de cette réunion tendue. Alors, ce qu'a fait M. Laporte pendant qu'il était administrateur était remarquablement exemplaire. Il était très très attaché à la démocratisation de la vie dans l'établissement, et c'est pour ça qu'il avait créé le conseil d'établissement. Puis l'Institut de biologie. C'est lui qui a eu l'idée de créer des instituts, c'est-à-dire des groupements, finalement, de chaires pour qu'il y ait des effets groupés, etc. Et donc, d'où la première animalerie vraiment organisée que l'on a pu construire grâce à lui. J'arrive à la 4e période. C'est vrai, et André Miquel l'a bien dit, il n'intervenait jamais, mais il était très très content qu'on lui raconte. Et moi, j'étais très content d'aller lui raconter les choses. Et pendant tous ces travaux, je n'ai cessé d'aller le voir pour le tenir au courant et lui demander parfois son avis, surtout dans les problèmes délicats de personnes, les problèmes politiques. Ses avis étaient toujours extraordinairement fondés, précieux. Et en fait, j'allais le voir ici parce que je n'allais pas beaucoup à l'Institut, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il me téléphonait pour me demander une procuration. Il a toujours voté pour moi. Et d'ailleurs, très très bien. Donc, il faisait beaucoup mieux que moi, donc je laissais faire. Et moi, au contraire, j'allais le voir ici. Alors, j'étais très content. Je me souviens d'ailleurs d'une des dernières fois où je l'ai vu. C'était dans un petit restaurant au coin de sa rue. Et là encore, on a retracé le passé. Et avec cet air malicieux, cet humour, cette gentillesse qui a été racontée. Alors, j'arrive à la fin, ému, parce que je vais vous parler encore du fauteuil. Il n'y avait plus de fauteuil, mais dans son bureau, il n'y en avait plus qu'un, parce que le bureau était plus petit. On aurait dû lui donner un plus grand bureau, mais pour mettre les 2 fauteuils. Il n'y avait plus qu'un. Et il m'avait demandé, ça m'avait fait plaisir, écoutez Glo, vous pouvez me faire un plaisir, est-ce que vous pouvez me changer le tissu de ce fauteuil? Ce qu'on a fait avec Marie-Hélène Lévy. J'espère que ce fauteuil a été conservé et qu'il n'a pas été mis bêtement dans une benne. Voilà, j'ai dit dans le titre de cette présentation, la courtoisie au service de la rigueur et de la ténacité. La rigueur, tout le monde l'a dit, est un homme extraordinairement rigoureux. Et c'est une leçon à la fois scientifique et une leçon, disons, morale, la rigueur, honnête et rigoureux. Je crois que c'est 2 qualités tout à fait essentielles. La ténacité, tu l'as dit, on l'a tous dit, c'est vous qui avez dit, c'est l'opiniâtreté. En réalité, on savait que quand un dossier était pris par M. Laporte, il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Et il m'a appris que ce qui était important dans les négociations avec le gouvernement, avec l'administration, c'est pas forcément de taper haut, mais c'est d'aller au niveau où les gens font les choses et qu'il ne fallait pas les lâcher. J'ai appris beaucoup parce que j'essaye de ne pas les lâcher non plus, et notamment avec André Miquel dans le projet de rénovation du Collège de France. Eh bien, heureusement qu'on avait appris avec Laporte. Enfin, rigueur et ténacité. Alors, comment mélanger rigueur et ténacité tout en restant tout le temps courtois? Et pour moi, qui ne suis pas tout le temps courtois et qui passe tout le temps en psychose paraconienne comme ça, pour moi, c'était absolument étonnant. Et j'avais trouvé un truc, et il l'exprimait de sa façon. Et M. Rigoni, vous l'avez dit, il me connaissait bien,
il se rapprochait de moi tout le temps, au cours des pots, à chaque fois. Il me prenait le bras, effectivement. Mais il exerçait une pression qui variait en fonction de ma façon de m'exprimer. Et quand ça serrait un peu fort, j'avais compris que j'allais être trop loin. J'ai été trop loin.